say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France 3 Bretagne. Ce matin, un casting 100% musique. On vous parle du groupe rennais Piccadilly. Derrière ce groupe, il y a deux hommes, Romain Lebon-Miadéa et Grégoire Jokic. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va revenir sur votre passion pour la musique et pour ce groupe qui est né en plein confinement en 2020. Et avec nous ce matin, Jean-Anaël Aubout, ingénieur du son, vous avez votre studio d'enregistrement près de Rennes. Peut-être pour commencer, chacun d'entre vous, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la musique est entrée dans votre vie, Romain ? Ouais, alors moi c'est rentré quand j'étais tout petit, parce que mes parents et mes grands-parents avant eux faisaient du bal, donc ils avaient cette passion. Et donc je crois que c'était super important pour eux qu'on fasse de la musique, moi et ma jeune sœur. Et du coup, dès 6 ans, on a été à l'école de musique, là où on habitait en Normandie. Il y a des écoles de musique dans les bocages, vous voyez, dans les campagnes. Et voilà, il fallait apprendre un instrument. Voilà, c'est comme ça que c'est rentré, quoi. Et comme la grand-mère, vous vouliez être batteur très jeune. Waouh. Oui, bah c'est ça. Ça me fait bizarre de me voir un peu comme ça, mais voilà. Vous étiez blond, oui, vous avez changé de couleur de cheveux. Mais ouais, non, je crois que j'ai voulu faire ça. Surtout à l'époque, je pense que je savais pas quand j'étais gamin que ma grand-mère faisait de la batterie. Je l'ai appris plus tard. Et alors, voilà. Mais j'avais un oncle qui faisait de la batterie. Et je crois que je voulais être comme lui. C'était quand même la classe pour son époque de faire de la batterie, non ? Ouais, en fait. C'était peu courant. Bah, je crois qu'en fait, les gens s'organisaient un peu comme ils pouvaient, quoi. C'est-à-dire, je pense que il fallait faire le spectacle un peu partout, parce que là, je sais pas si les gens le voient, mais là, c'est quand même une salle des fêtes, je pense. Voilà. Et du coup, je pense qu'en fait, ils ont dû se dire, bon, bah, quand il n'y a que l'accordéon, les gens dansent pas, il faut rajouter une batterie. Et du coup, je pense que ça s'est fait comme ça. Vous voyez, ça se fait sur le moment. Je pense pas que c'est des stratégies très travaillées, quoi. Ça se faisait Et comme pour ça. vous, Grégoire Jokic, vos premiers pas en musique, c'était quand et comment ? Et bah, c'était à peu près au même âge aussi, à 5-6 ans, dans le même contexte, école de musique, petite école de musique dans un petit village, quoi. Et des parents musiciens aussi ? Non, pas Vous étiez musicien. le premier Non, toute la famille, toute la fratrie, on a tous fait de la musique. Et puis après, moi j'ai décidé de faire ça pour de bon, quoi. Et puis d'autres ont gardé ça un peu comme ça, quoi. Et vos premiers pas à vous, Jean-Anaël ? Ça a été assez tôt aussi, avec des parents pas du tout musiciens non plus. D'accord. Moi, j'ai commencé la guitare parce que mon grand frère a eu une guitare et je voulais faire absolument comme mon grand frère, Ouais. comme d'hab. Et puis après, il y a eu la passion et l'envie de faire plein de choses, de toucher à d'autres instruments. Et c'est venu assez vite. Moi, j'ai commencé mes études dans l'audiovisuel tout de suite après le bac, en fait. Et je savais que je voulais faire ça. Et donc vous avez tous pris le chemin du conservatoire pour apprendre un instrument ou pas ? Moi, non. Non ? Alors moi, c'est mitigé, ça. Et des avantages et des inconvénients ? Ouais, mais j'ai fait... en fait, on est rentré au conservatoire en même temps avec Grégoire. D'accord. On a fait plein de trucs en même temps. Je m'en souviens, c'était cool de ce moment. Parce que nous, vous voyez, on venait des petites écoles de musique de Normandie. Et là, on allait dans la grande maison qui était le conservatoire de Caen. Et on a fait la classe de jazz là-bas. D'accord. Alors moi, j'ai fait ça 1 an. Et après, Vous êtes passé à autre chose ? Ouais, je suis passé à autre chose parce qu'il fallait que j'aille faire des études, machin, mais voilà. Et Greg, lui a vraiment tout fini. Et la question que je me posais, qu'est-ce qui fait qu'on accroche plus ou moins bien un instrument ? Alors vous avez essayé un certain nombre d'instruments, je crois. Oui. Guitare, basse, contrebasse, batterie, Ouais. et la liste est longue, j'imagine. Ouais, ça, je pense que c'est... en fait, je pense que c'est pas mal l'environnement aussi. C'est-à-dire que... il y a une photo qui tâche, les gars. Là. ça tâche un peu. Quoi. Pull d'époque. Ouais. Wouh! Oui, qu'est-ce qui fait finalement qu'on accroche plus ou moins bien un instrument ? Bah, je pense que ce que je disais, c'est que je pense que c'est pas mal une question de contexte aussi. Par exemple, le nombre de mecs qui ont appris la basse, parce qu'en fait, il n'y a pas de bassiste, quoi. Ça n'existe pas, les basses. C'est vrai, tu vois, il y a plein de gens qui ont appris la basse pour rentrer dans des groupes, ou appris la guitare pour rentrer dans des groupes. En tout cas, nous, je sais que c'est...
on avait des espèces d'instruments de prédilection qu'on avait appris quand on était petit, parce que quand on était petit, on voulait s'identifier à telle ou telle personne qu'on connaît. Mais par contre, je sais qu'après, tu vois, par exemple, le fait qu'on apprenne la gratte, c'était parce qu'en fait, c'était hyper pratique, qu'il y avait des gens qui jouaient avec nous qui savaient en jouer, que c'était pratique pour chanter des chansons. Et après, tu te rends compte que la guitare, c'est pas forcément si loin de la basse. Donc, quand t'as un mec qui joue de la guitare, tu vois, ça se passe un peu comme ça, quoi. Je pense que c'est pas mal le Et contexte. pour vous, Grégoire, peut-être un instrument fétiche, Ah bah ouais, moi c'est le piano, Ouais. complètement. qu'est-ce qui vous Ouais. plaît dans cet instrument? C'est très polyvalent. On peut faire tout avec cet instrument. On peut aussi jouer des synthés, etc. Donc c'est assez pratique pour composer aussi. Et voilà, donc ça permet de faire pas mal de choses, quoi. Et pour vous, Jean-Anaël, un instrument qui est en haut de la pile? Je pense que c'est le piano aussi. Mais j'ai commencé par la guitare, je pense comme beaucoup d'ados, Ouais. parce que c'est très accessible, ça paraît facile, ça ne l'est pas tellement, mais ça Puis paraît c'est cool facile. aussi non, de faire de la Et guitare c'est cool quand de on est faire- ado. voilà, c'est ça. Sur la plage Ouais. et tout. Je voulais dire pour les filles, c'est ça. Non, mais quand on est ado, Oui, ça en il y a- jette toujours un peu. Il y a un truc un peu cool, c'est un instrument qui donne envie, en tout cas quand on est jeune. Et après, j'ai appris de manière autodidacte, et puis après, je suis venu au piano. Et je trouve que le piano permet effectivement pour la composition, je trouve ça plus riche. Je trouve qu'en 2-3 notes, 2-3 accords, on arrive à des sons qui sont déjà très jolis, ce qui est un peu plus dur avec la guitare. Et la guitare, il faut être très patient, parce que ça Mais ce qui est génial avec la guitare, c'est qu'on peut chanter. C'est-à-dire que tu fais 3 accords et d'un coup, la soirée est géniale parce que tu peux chanter avec plein de gens, ça réunit. Tu vois, c'est vrai que ça réunit beaucoup. Un piano, déjà, c'est moins facilement transportable. C'est un peu comme la batterie. On a fait des bons choix avec Grégoire pour tout ce qui est instrument transportable. C'est la classe. Et je vais vous faire remonter encore quelques années en arrière. Il paraît qu'à 10 ou 12 ans, vous chantiez des chansons anti-gouvernementales. Oui, c'était. Comment est-ce possible? Je savais pas. Mais non, c'est pas expliquer. ça. C'est que je me souviens dans les premiers. Parce que j'écrivais des chansons. Raconte-nous. Mais heureusement qu'on n'a pas les extraits, quoi. Ouais. Ah non, mais ça devait tâcher l'affaire. Et je me souviens avoir écrit des trucs, j'avais 12 ans, et tu vois, j'écrivais des trucs anti-gouvernementaux, je ne savais même pas ce que c'était un gouvernement. Et est-ce que c'est facile finalement de lancer un groupe quand on est ado, jeune adulte C'est une entreprise assez sérieuse quand on se dit, bon bah là on va monter un groupe, on va s'entraîner, on va faire des concerts, c'est quelque chose qui se fait naturellement, il faut une discipline, Igor Jokic? Bah oui, ça se fait naturellement, ouais. C'est facile, je dirais, d'avoir l'envie et de se mettre ensemble et de faire de la musique, mais après de développer l'histoire, il y a beaucoup de facettes différentes, et pour toutes les réunir, ça c'est très difficile. Allez, vous le savez, chaque jour on vous emmène dans nos jolis coins bretons formidables. Ce matin on vous propose de découvrir une réserve horticole à Trévarez. Eva nous y attend. Et oui, bon matin Anne Fantet, je suis comme tu le disais au domaine de Trévarez, c'est au sud de Châteauneuf-du-Fou dans le Finistère et ce site est classé jardin remarquable, ce qui fait que la visite que l'on s'apprête à faire s'annonce vraiment remarquable pour le coup. Yann, vous êtes le directeur de l'établissement, merci de nous accueillir ici. Merci de venir. Alors avant de commencer à parler des jolies fleurs et de toutes les variétés que vous proposez, on va parler un petit peu d'histoire. Racontez-nous ce château en plein cœur du centre-Bretagne, qu'est-ce qu'il fait là, quelle est son histoire ? En effet, cette folie architecturale pose plein de questions. C'est James de Kerjégu qui a décidé de construire cette demeure pour, en quelque sorte, symboliser sa réussite sociale, politique, parce qu'il est président du Conseil général et député. Alors on est en quelle année là ? On est entre 1893 et 1907. Voilà, D'accord. c'est un long chantier de 14 ans, une cinquantaine d'entreprises, et les entreprises les plus prestigieuses de l'époque. Et donc il construit ce bâtiment pour en fait y vivre. Alors pas forcément pour y vivre en permanence, c'est plutôt, je dirais, une résidence secondaire, mais de prestige. Alors il n'en profite pas tellement puisqu'il décède en 1908, juste quelques mois après la fin de la construction, et c'est sa fille Françoise de Kerjégu, qui sera Françoise de la Ferronnays ensuite, qui en profite entre les 2 guerres mondiales. Bon alors on va continuer, on va marcher un petit peu pour qu'on profite aussi de l'endroit. Il y a un jardin, le jardin tel qu'il est dessiné là, il était comme ça à l'époque ? Alors oui, il était comme ça. Aussi bien, James de Kerjégu a choisi de faire un château avec des éléments de modernité très importants pour l'époque, dans un style éclectique. Et pour les jardins, il fait également différents choix. Ce jardin régulier devant le château, mais également un parc plutôt à l'anglaise.
et des jardins plutôt italiens sur le côté ouest du Parce château. que la surface totale du domaine, c'est combien d'hectares? Alors aujourd'hui, c'est 85 hectares, mais il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas que le domaine actuel de 85 hectares. Il y a une cinquantaine, une soixantaine d'exploitations agricoles qui dépendent du domaine, parce que c'est aussi un domaine agricole, un domaine de chasse. Voilà, le domaine parfait pour un riche homme de l'époque. Alors, vous parliez de sa succession et de la Seconde Guerre mondiale. On a du mal à y croire, mais le château, il a été bombardé. Alors extérieurement, comme ça, on ne s'en rend pas compte, puisqu'il y a eu des restaurations depuis. Mais au début de la guerre, le château est réquisitionné par les Allemands, qui vont héberger assez rapidement les sous-mariniers de la Kriegsmarine, ce qui explique le bombardement, le 30 juillet 1944, par la Royal Air Force, donc l'aviation britannique, sur sans doute renseignement des résistants qui sont sur place. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a plus beaucoup d'Allemands dans le château, donc c'est une cible un petit peu ratée, mais qui entraîne quand même la destruction de la partie ouest du château, là, qui a été Bon, en tout cas, ça a été rénové. reconstituée au début des années 90. Mais on voit ça vraiment à l'intérieur, on comprend, et puis nous, on explique aussi par différents dispositifs la tragédie de cette période de l'histoire du château. Donc ensuite, il a été racheté par le Conseil général du Finistère, il est ouvert au public et il s'y passe plein de choses. Évidemment, il y a le parc à visiter, mais il y a plein d'événements et d'animations culturelles aussi. Vous pouvez peut-être nous en donner un petit aperçu rapidement? Tout à fait, il y a de quoi faire sur 85 hectares. On a un principe de saison botanique où on valorise les collections, les trois principales. Le camélia, on en a partout autour de nous. Le rhododendron un peu plus tard, à partir du mois de mai. Fin avril, début mai, et puis l'hydrangea, l'hortensia qu'on connaît bien en Bretagne. On a des expositions d'art contemporain, on a un gros événement à la fin de l'année qui est Noël à Trévarès. Ah oui, je suis déjà venu, c'est trop Voilà. beau. On accueille plus de 80 000 personnes, là c'est le gros morceau. On a une exposition permanente qui explique le lieu, on a un ensemble d'animations, de propositions, voilà, c'est très très fourni, il y en a pour tous les publics. Et donc vous avez plus de 750 plants de variétés de camélias. Oui, je les ai toutes comptées, non c'est pas vrai. Et donc notamment celles-ci qui sont centenaires. Et justement, Yann, je vais maintenant aller rencontrer Pascal qui travaille ici aussi. Il est botaniste et il est surtout en charge de cette collection de camélias qui figure parmi les 50 plus grandes collections de camélias au monde. Trop la classe, il nous en parlera tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. À tout à l'heure. Est-ce que les fleurs, la nature, ce sont des éléments qui participent à votre créativité, Romain? Moi, les fleurs, ça me fait penser à ma mère. Ouais. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle était fleuriste. D'accord. Voilà. Elle était commerçante, ma mère. Et je dis elle était parce qu'elle a arrêté. Hein. Sinon, elle est en vie. Enfin, tout va bien. Ouais. Non, parce que ça faisait vraiment bizarre au début. Elle était... Bon, bref. Et voilà, donc ça me fait penser à ça. Et puis... Et la nature, c'est quelque chose qui vous inspire Pas mal. Il y a des... Ouais, par exemple, Crozon, vous voyez, quand j'ai découvert Crozon, la presqu'île de Crozon, ça c'était fou, quoi. Ça, c'est des trucs qui peuvent m'inspirer. Parce que pour que nos téléspectateurs comprennent, tous les deux, vous n'avez pas grandi dans nos contrées bretonnes, vous y êtes arrivés un peu plus tard. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui vous a frappé, par exemple, Grégoire, quand vous êtes arrivé en Bretagne, vous qui êtes normand? En Normandie, pardon, les gens sont sympas aussi, mais en Bretagne, les gens sont très sympas, Ouais. vraiment. Ça, c'est ce qui frappe quand on arrive ici. Il y a une hospitalité très, très sympathique, quoi. Mais bon, c'est connu. Ouais. Et donc, dans les inspirations, il y a des coins en Bretagne qui participent à... Ça, Oui, quand parce j'ai que vous découvert avez envoyé ça, cette je photo. m'en souviens parce que ce truc-là, donc vous voyez les gars, ça c'est Crozon, la presqu'île de Crozon. C'est un endroit dans la presqu'île de Crozon. Et le truc, c'est que, tu sais, quand j'étais parti en Asie, j'avais fait 4 mois avec mon sac à dos, tu sais, j'avais fait les pays du sud de l'Asie et tout ça. Et quand je suis rentré, donc j'atterris, quoi. Et le jour d'après, je me retrouve là-dedans. Et c'est là où je me suis rendu compte mais que la Bretagne, c'est pas du tout pareil que le reste du monde. Vous voyez, c'est hyper différent. C'était fou de voir ce... Et puis, c'est pas non plus le même climat que le sud de l'Asie, mais il y avait un truc hyper fort comme ça où on sent que là, Ça vous a pris presque la au reine, fripe. c'est la mer, quoi. Nous, on est tout petit comme ça, quoi. Et je trouve que c'est des leçons, quoi. Ouais, ça vous a marqué. Ouais, un peu, je trouve. Ouais. Alors, ça fait très longtemps que vous vous connaissez, mais Piccadilly est né il n'y a pas si longtemps que ça, pendant le confinement, en 2020. Comment vous arrivez à créer un groupe quand le monde entier est bouleversé par une pandémie Vous voulez dire qu'on est visionnaire, c'est ça? dont se on lance va dans la prendre du musique temps à se relever, et d'ailleurs pendant on y est le encore confinement, dedans. ouais.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vous relancer dans une nouvelle aventure, puisque vous aviez eu déjà d'autres groupes ensemble? Grégoire, peut-être? Bah nous, de toute façon, on a toujours fait de la musique ensemble hein, depuis qu'on est gamin. On s'est cherché pas mal de temps et ça on a fait plein de différents projets. Ça, c'est un nouveau projet qu'on va porter, etc. Qu'est-ce qui nous a poussé particulièrement? Il y a eu un déclic particulier? Je crois que c'est le fait que je sois un peu plus libre qu'avant, quoi. Parce que moi, j'avais un autre métier, enfin, j'exerçais un autre métier avant qui me prenait beaucoup de temps. Et avec le confinement, ça m'a pris d'un coup beaucoup moins de temps qu'avant. Et là, je me suis remis à écrire. C'est quand même pas mal ce truc-là qui fait qu'à un moment donné, on s'est dit que ça pouvait marcher. Et je pense qu'il y a un deuxième élément, c'est qu'avec Grégoire, on a eu pas mal l'expérience de groupe à 5, à 7, vous voyez, le truc... Un peu plus nombreux, ouais. Un peu plus nombreux, où c'est compliqué parce que machin, la nana de trucs pour se voir et pour Donc c'est plus facile de repartir sur une formation plus courte. Ouais, c'est ça. Et puis la vie des groupes, ça dure quoi, 2-3 ans, c'est ce qu'on se disait, quoi. Et là, on voulait quelque chose, comme au moment où on s'est dit que de toute façon, on n'arriverait pas à faire autre chose que de la musique et qu'il fallait bien, on ferait ça toute notre vie, quoi. C'était intéressant de se dire qu'on pouvait miser sur un projet sur le long terme, je veux dire avec des gens avec qui on est sûr de pouvoir rester longtemps et faire un long bout de chemin. Et est-ce que ça a été facile de créer pendant le confinement? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont dit que c'était soit page blanche, impossible de créer, trop angoissant, le contexte. Vous, au contraire, ça n'a pas freiné vos ardeurs de vous lancer dans un groupe, Grégoire? Romain, lui, ça lui a libéré beaucoup de temps. Donc, du coup, forcément. Et puis, en fait, moi aussi, hein, c'est vrai, malgré le contexte qui était très, très triste, on s'est retrouvés un peu tous face à nous-mêmes. Alors, il y a deux façons de le voir. Hein. Soit c'est terrible, on ne sait pas quoi faire, soit. Je pense que nous, on a préféré un peu sauter sur l'occasion pour créer plein de choses. Et on a rencontré Joannelle grâce à ça aussi. On va continuer à en parler, mais on va écouter un extrait de ce premier morceau, Les ciels artificiels. Loin des ciels artificiels, je veux ma vie recommencer. Loin des nuages privés d'elle, que ma pluie viendra nettoyer. Je veux vous avouer ma peine, d'y avoir un jour renoncé. Je veux y songer à peine, et j'y renonce pour le passé. Cet extrait de Ciel artificiel. Alors dans cet extrait, vous êtes guidé par une certaine nostalgie. Nostalgie de peine passée, peut-être, Robin? Non, en fait, c'est... cette chanson, c'est deux idées. C'est déjà l'idée de recommencer sa vie, ce que j'avais très envie de faire. C'est-à-dire, moi, la musique, c'est un truc qui a été toujours très important pour moi, mais... Certaines expériences professionnelles vous ont un peu éloigné, disons, de cela. Ouais, c'est ça. Et je suis trop content que maintenant ce soit mon truc, quoi, que ce soit mon activité principale, quoi. Et peut-être pour que les téléspectateurs puissent comprendre, comment vous vous répartissez les rôles tous les deux? Donc vous écrivez, hein, essentiellement, vous faites la musique. Ensuite, deuxième étape avec Grégoire, c'est ça, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous apportez En général, donc Romain a l'idée de la chanson, déjà du texte, du sujet, etc. Il écrit, il trouve un peu les accords à la guitare, la mélodie, etc. Puis après, on le retravaille ensemble. Moi, je vais approfondir la musique principalement, mais aussi parfois le texte ou la mélodie de la voix. Le texte, pas trop, mais plutôt les mélodies, en fait. Moi, tout ce qui est vraiment musical. Même le texte, quand ça tâche un peu.
Ça C'est tâche son Grégoire. expression, hein, parce qu'il l'a dit au moins 3 ou 4 fois depuis le début de l'émission. Bah oui, mais c'est vrai, parce que nous, on fonctionne pas mal avec des brouillons. Ouais. Et je pense que de dire aux gens, même aujourd'hui, bah, quand on prend un truc, on fait un texte et tout, c'est tout de suite très beau. Et c'est vraiment très faux. Ouais. C'est hyper faux. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que Grégoire, il regarde l'affaire et il me dit, tu vois, ça, franchement, ça, j'y crois moyen. Ça, c'est vraiment bien, ça, machin et tout. Et puis, de ce regard vachement extérieur. Même Jean-Anaël, tu te souviens le mélanger là, il y a des nouveaux titres. On va revenir machin. sur la petite touche aussi qu'apporte Jean-Anaël et là où vous enregistrez aussi parfois vos morceaux. On va prendre l'air quelques minutes avec Evan. Direction Trévarez, il nous fait visiter ce matin une réserve horticole. Bon, la dame aux camélias n'a qu'à bien se tenir puisque maintenant je suis avec l'homme aux camélias, c'est bien, ça change. Pascal, vous êtes botaniste ici au domaine de Trévarez. Vous avez en charge de garder un œil sur cette magnifique collection de camélias que vous allez nous présenter partiellement parce qu'il y en a tellement. Il y en a combien d'ailleurs? Ici, il y a à peu près 750 variétés dans la collection de Trévarez. Alors, on en a un très beau là, juste derrière moi. C'est quelle variété celui-là? Donc ça, c'est un hybride des années 50 qui s'appelle Donation, qui a été vraiment un des best-sellers pendant des décennies, parce que c'était un des tout premiers hybrides connus dans le genre. Alors, il date des années 50, mais ici, il y a des camélias centenaires. C'est ça. Dès la construction du château, James Kerjégu avait déjà planté un peu plus de 150 camélias centenaires qu'on a encore aujourd'hui, qui émaillent les allées historiques. Celui-là, il n'est pas centenaire. Non, celui-ci est une plantation relativement récente, c'est une obtention néo-zélandaise, donc qui a traversé les hémisphères pour arriver jusqu'à nous. Alors, le camélia, c'est une plante qu'on voit beaucoup dans les jardins en Bretagne. Est-ce que ça veut dire qu'il est originaire de nos contrées? Alors, il est originaire en réalité d'Asie, principalement de Chine et du Japon, mais ensuite les variétés cultivées ont été sélectionnées en Australie, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France évidemment. Bon, on s'approche de nouveaux camélias. Là, vous pouvez peut-être nous en parler un petit peu. Celui-ci fait des petites fleurs. C'est ça, Wakano Ura et ici à Agoromo, ce sont deux variétés japonaises traditionnelles du XVIIe siècle à peu près, qui ont été utilisées elles-mêmes ensuite pour créer des nouveaux hybrides comme Deitines, qui est un tout petit peu plus loin. Et alors ici, ça s'appelle l'allée des camélias. Oui. Et donc, il y a plusieurs espaces qui ont été organisés sur le domaine. Oui, on a une collection qui est relativement étendue, qui couvre une vingtaine d'hectares, avec des secteurs spécialisés dans les espèces botaniques, d'autres dans la diversité du genre camélia, et un sous-bois sur l'histoire du camélia du 19e siècle jusqu'au 21e. Et comment vous faites pour récupérer des espèces de camélias qui viennent des quatre coins du monde, sans bouger d'ici? Est-ce que vous faites des échanges avec d'autres endroits? On a un réseau d'échanges, un réseau de spécialistes à l'échelle de la Bretagne, mais aussi à l'échelle internationale, ce qui nous permet effectivement de sauvegarder des variétés qui sont aujourd'hui moins répandues, moins connues, mais qui font partie d'un patrimoine historique et génétique. Et est-ce qu'il y a des camélias exposés ici qui sont uniques au monde et il n'y a que à Trévarez qu'on les voit? Unique au monde, oui, nos semis, mais c'est surtout des variétés qui peuvent être très rares en Europe, qu'on a pu faire venir des États-Unis, du Japon, d'autres pays. Et alors vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on soit à l'antenne, que le thé et le camélia sont extrêmement liés. Tout à fait. En fait, les thés sont issus du Camellia sinensis. Donc le camélia le plus vendu au monde, en fait, c'est cette espèce-là qui est originaire de Chine, d'Inde et du Vietnam. Donc si j'arrache une feuille, là, je pourrais me faire une infusion. Alors sur le Camellia japonica, vous risquez d'être déçu parce qu'il est très riche en tanins, donc il est très amer. Par contre, sur un Camellia sinensis, oui, bien sûr. Bon, bah non, on va laisser faire les professionnels. Pour finir, c'est lequel votre camélia préféré? Alors, j'ai pas vraiment un camélia préféré, mais un type de camélia, ce qu'on appelle les camélias champêtres, qui sont des camélias petites feuilles et petites fleurs, qui sont très très florifères et qui durent quand même pendant au moins 3-4 mois. Qui changent un petit peu de C'est de ça, ceux qu'on a le plus, qui ont une image, qui sortent de l'image traditionnelle du gros camélia qu'on connaissait au début du XXe siècle. Mais dites, j'ai failli oublier, mais c'est hyper important, vous faites aussi partie des 50 plus belles collections de camélias dans le monde, classées par la très sérieuse Société internationale du camélia. Je ne savais pas que ça existait. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors effectivement, on est membre de l'ICS depuis déjà des années, mais la collection étant arrivée un petit peu à maturité, on a souhaité que ce travail-là des jardiniers soit reconnu et soit labellisé. Donc on est aujourd'hui jardin d'excellence, ce qui effectivement nous place parmi les 50 plus importantes collections au monde. Un dernier camélia pour la route et nous on se retrouve dans une poignée de minutes au niveau des rhododendrons parce que vous en avez aussi de très beaux à nous montrer, donc ne ratez pas ça, à tout à l'heure. Merci beaucoup Evan, à tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez un petit peu le coin de Trévarez les uns les autres? Bah oui, moi je le connais pas mal parce que donc avant de faire ça, je travaillais pour une entreprise qui s'appelait Spectaculaire. Qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau avec Benoît Quérault. C'est ça exactement.
Les allumeurs d'images. Et voilà. Et du coup, Spectaculaire fait un spectacle là-bas. Et fait D'accord. toute une découverte il y a une grande marche lumineuse avec des différents spots où les gens peuvent voir la lumière à travers Trévarez. Et du coup, j'ai découvert ça grâce à ça. Voilà. Romain, guide touristique, peut-être une reconversion à penser plus tard. Oh On non. va revenir sur Piccadilly. Alors, apparemment, vous avez aussi un rythme de création très intense. Ouais. Vous écrivez une chanson par semaine. Mais pourquoi vous vous imposez un tel rythme? Bah parce que... alors, j'ai pas dit une bonne chanson par semaine. Hein. Je n'ai pas dit une bonne chanson, j'ai dit une chanson par semaine. Ah non, mais c'est important de le dire. Voilà. Bah parce que, en fait, pour tout vous dire, l'année passée, on composait de façon différente avec Grégoire et ça nous prenait beaucoup de temps d'obtenir même un brouillon. Et c'était trop long. Et je trouvais que je ne sais pas si vous faites du footing par exemple, mais qu'à un moment donné, il faut essayer de se maintenir à un rythme, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, c'est un objectif, c'est comme les bonnes résolutions, vous voyez. Ça se trouve, demain j'arrête, voilà. Mais le truc, c'est que ça permet de maintenir un rythme. Et puis à chaque fois, Greg, il me répond, mais c'est super, trop bien, machin. Donc moi, ça me motive, donc j'en refais une, tac, et voilà. Et ça permet d'avoir un stock. Et puis après, dedans, on va tailler, on va remplacer, on va changer, on va refaire. Enfin, tu vois, des fois, les chansons commencent, elles arrivent sur un sujet, c'est complètement un autre truc qu'on finit par Mais il faire. faut rester c'est pas grave. perpétuellement dans la création. Ben, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être quand ça fera la 53e, je me dirai, bon, Alors, je regrette. Et à la création, la composition, arrive enfin l'étape du mixage. Ah. Quand on arrive à cette étape-là, on sent comment, on se dit enfin, c'est comme si on avait accouché presque. Grégoire? Non, pas vraiment. Moi, c'est une étape hyper importante Ouais. où tout prend forme, quoi. Non, donc justement, on se dit, c'est là que tout va prendre forme, en fait. Ouais. C'est pas du tout la couche de vernis, quoi. Et en général, quand les artistes arrivent dans votre studio d'enregistrement, Johannaëlle, vous avez déjà écouté un petit peu les morceaux ou parfois vous les découvrez au moment où la séance commence d'enregistrement? Non, j'essaye quand même d'écouter un petit peu les morceaux avant. C'est jamais une position très délicate de découvrir le morceau en même temps que rencontrer l'artiste. Ouais. Et vous savez déjà à peu près où ça va aller pour tout ce qui est... Il y a des visions un peu globales où on a des petites idées, des petits réflexes aussi de travail où on se dit bah tiens ça je vais mettre ça comme ça un peu plus fort, ça un peu moins fort. Et puis il y a beaucoup de choses qui s'improvisent aussi. Et c'est quoi l'ambiance dans un studio d'enregistrement? Ça dépend. Ça dépend de l'artiste Ça dépend déjà ça dépend de l'artiste, ça dépend des techniciens aussi, ça dépend du morceau, de si c'est un bon rythme et que ça va vite et que tout le monde a les mêmes idées au même moment et tout ça en général, ça peut être, c'est super. Mais ça peut être aussi très compliqué quand on bute sur des choses, que les morceaux avancent pas, que les avis divergent et ça peut être, on passe par plein de phases. Vous êtes différentes. comment vous quand vous enregistrez plutôt sérieux, concentré? J'ai du mal à y croire vous concernant, Romain, je suis désolée. Mais c'est un truc de ouf, ça. C'est vrai qu'il faut Comment, c'est quoi l'ambiance? Comment est-ce qu'on se dit qu'il faut un morceau enregistré par jour? Il y a une cadence aussi à tenir, j'imagine. Non, mais un morceau enregistré par jour, c'est impossible. Mais faut se dire aussi que il y a un truc important à se dire, c'est qu'aujourd'hui le studio n'est plus le studio d'hier. Mais c'est vrai, tu vois. Aujourd'hui, on peut faire. C'est pas l'image qu'on en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous prenez même les grosses formations d'artistes que vous connaissez tous et que vous avez en tête, dès que je vous le dis, peut-être qu'ils font les voix dans leur chambre aussi, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, depuis notre chambre, on peut faire un album de bonne qualité, si tant est qu'après on passe par les services d'un ingénieur du son. Alors, comme c'est quoi Jean le plus d'un studio d'enregistrement, Grégoire? D'aller enregistrer. Ouais. Alors moi, je l'ai jamais vraiment fait, de prendre une semaine par exemple entière pour enregistrer pour des questions de moyens, hein, parce que ça coûte très cher. Donc effectivement, on fait ça en home studio. Donc je sais pas en fait, je sais pas trop. Enregistrer vraiment toute une semaine dans un studio, j'ai jamais fait. Donc, Jean-Alain, est-ce que c'est facile finalement d'ouvrir un studio d'enregistrement près de Rennes? C'est un sacré défi ou pas, vu le contexte? On le sait aussi compliqué parfois. Ouais, c'est sûr. Après, étonnamment, avec mon associé avec qui je partage le studio, qui s'appelle Michael Leclerc, on n'a pas subi vraiment le Covid confinement, parce qu'en fait, vu que les groupes ne pouvaient plus forcément partir en tournée, il fallait créer de la musique, il fallait l'enregistrer. D'accord. Donc en fait, on a continué à travailler et on n'a pas vraiment subi cette période.
Après, oui, c'est toujours un peu un défi, forcément, parce que il y a beaucoup d'investissements, et notamment au niveau du matériel, qui coûte assez cher. Mais c'est la passion qui nous dit, vas-y, on y va, et puis on verra bien, c'est pas grave. Et peut-être quels sont les artistes qui sont passés par votre studio d'enregistrement? Alors récemment, au studio, là, dans les artistes locaux, là, on est en train d'enregistrer le prochain EP du groupe Niteroi, qui est un groupe de Rennes, qui avait été accompagné par les Transmusicales l'année dernière. On a en Rennais aussi un groupe qui s'appelle Mohican. Dans les artistes un petit peu plus nationaux, entre guillemets connus, il y a le dernier album de Fishback qui est sorti récemment, qui a été produit et enregistré en partie au studio. Et dans la musique un peu plus électronique, donc le prochain album de Kavinsky qui devrait sortir dans ces jours, semaines, qui a été mixé au studio aussi. Et plein d'autres. Alors, je vous invite. Et justement, on parle de styles musicaux. Comment vous vous définissez alors? Chanson, pop électro, pas pop électro, chanson française, où est-ce que vous vous situez? Piccadilly? C'est pas mal ça, chanson française, pop électro, il y a une petite touch, effectivement. Faut rester simple, parce que les artistes, entre guillemets, ils n'aiment pas qu'on les catégorise. Qu'on les catégorise, mais il y a un moment, il faut bien quand même dire les choses simplement, donc je pense que ça, c'est pas mal. Chanson française, pop électro, ça peut. Vous êtes d'accord? Vous validez? Ah bah oui, complètement. Allez, on va écouter un deuxième morceau, ça s'appelle Étoile Minimum. Y a qu'une seule étoile qui brille dans le noir. Dans la grande citadelle. Silence dans la toile, confidentiel. Elle veille sur les marcheurs du soir. Le monde est sur pause, la nuit est figée. Dans la nouvelle lenteur, les yeux dans le ciel. La seule lueur du soir, elle accompagne les marcheurs. Lumière dans les yeux des gens. Partout c'est l'hiver au printemps. Lumière sur la vie des hommes. Voilà pour cet extrait, 2 EP. Est-ce que vous avez déjà les yeux rivés vers un album, Romain? Ouais. Ouais. Est-ce que j'ai une suite dans ce que je voulais dire là? Oui, on a les yeux rivés sur un album parce que on a sorti là, enfin c'est pas parce que, mais là on vient de sortir un nouveau titre qui s'appelle 10 ans et un clip vendredi dernier. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, il est disponible sur YouTube. Je dis ça pour les gens. Parce qu'il faut aller le voir, parce qu'il est super. On ira le voir. Voilà, et du coup, on voudrait sortir un album d'ici novembre, ça serait bien. D'accord, voilà. Un album qui comptera une douzaine de chansons. Ok. Allez, on va prendre une dernière fois la direction du Finistère à Trévarez, où Evan nous emmène ce matin dans une réserve horticole. Après les camélias, place aux rhododendrons. Alors on est un petit peu tôt dans la saison, donc Pascal, vous nous avez emmenés dans un coin un peu isolé du château, mais c'est là où vous bichonnez presque vos plus belles variétés. C'est ça, donc là nous sommes devant des rhododendrons arboreum qui sont originaires du Népal, donc c'est une variété qui est très précoce et qui est très spectaculaire, puisque comme son nom l'indique, ça devient un arbre qui fait 20-25 mètres de haut à terme. Donc ceux-là sont encore jeunes, mais commencent à prendre un peu d'ampleur. Et donc il y en a beaucoup au Népal, et ils se plaisent bien en Bretagne. Tout à fait, les conditions de climat, de sol, etc. correspondent tout à fait à la zone himalayenne. Donc la plupart des espèces peuvent s'adapter dans nos régions. Ça sent quelque chose, la fleur de rhododendron? C'est très léger, ça sent une toute petite odeur de miel, c'est très sucré. Vous voyez que les abeilles commencent à s'y intéresser, elles commencent à butiner le nectar. Donc oui, il y a un petit peu de parfum. Il y a beaucoup de variétés de rhododendrons sur le domaine de Trévarez. Il y en a autant que de camélias? C'est ça, il y a à peu près autant de variétés de rhododendrons que de camélias. On est à peu près sur 600 variétés de rhododendrons actuellement dans le domaine. Donc quelle couleur on peut voir
Alors, autre que rose. ces espèces-là sont très variables. Ça va du blanc jusqu'au rouge très foncé, avec tout un dégradé selon les altitudes, selon les origines. Et alors ici, c'est hyper bien pensé parce que quand les camélias commencent à faner, eh ben, les rhododendrons prennent le relais. C'est ça, il y l'idée. a même une période de chevauchement où les premiers rhododendrons sont déjà bien avancés maintenant. Et ensuite, ça va se suivre. Mais par contre, la différence entre le camélia et le rhododendron, c'est que chaque rhododendron fleurit à peu près 3 semaines. Donc ce sont des variétés nouvelles qui vont prendre le relais, alors que le camélia fleurit pendant beaucoup plus longtemps. Et cette période de chevauchement, c'est quand du coup? Parce que ça va être très beau. Tout le mois d'avril, on a à la fois les camélias et les rhododendrons. Et ensuite, les rhododendrons prennent vraiment la vedette au mois de mai. Bon, je pense à ma grand-mère qui nous regarde et je suis sûr qu'elle sera preneuse de conseils pour avoir un beau rhododendron dans son jardin. Vous qui êtes botaniste, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Alors, le conseil principal, c'est quand même beaucoup de lumière. Pour avoir un rhododendron bien fleuri, il lui faudra énormément de lumière. Par contre, il ne faut pas que le sol sèche trop, puisque ce sont des zones de mousson, donc il faut quand même de l'humidité au début de l'été. Donc là, c'est dans de la terre de bruyère. Tout à fait, ici on est sur des sols qui sont très acides, hein, et puis on a une humidité permanente quasiment, puisqu'on est sur une vallée orientée au nord, avec beaucoup de sources. Bon, et alors pour finir, il y a une animation pour tous les fans de rhododendron à ne pas manquer, c'est début mai. Ça s'appelle Trévarès en rhododendron. D'ailleurs, vous le déclinez pour d'autres variétés aussi. Mais C'est ça. qu'est-ce qu'on peut s'attendre à vivre quand on vient sur ce week-end? Tous les dimanches, en fait, on va avoir une série d'animations autour des collections de la saison, donc en particulier les rhododendrons pour le mois de mai. Des visites guidées, des ateliers famille, des ateliers en groupe. Des visites avec vous pouvez partager votre passion. C'est ça, où on va voir justement des petites curiosités comme ces espèces-là qui sont pas si habituelles que ça dans les jardins. Bon, en tout cas, c'était une belle découverte, Trévarès, avec tout ce beau parc. Bravo pour le boulot, parce que ça doit être du boulot. Merci. C'est quand même plus joli que le jardin de ma grand-mère, pour le coup. Ça contente de l'entendre. Merci. Et puis, n'hésitez pas à venir visiter le domaine, parce que c'est vraiment super. C'est ouvert jusqu'à l'automne et à Noël, comme on disait tout à l'heure. Donc, allez vite sur Internet vous renseigner et venez faire un petit tour ici. Vous ne serez pas déçus. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Evan, à demain pour de nouvelles aventures. Alors vous le disiez, l'album ce sera pour bientôt, pour Piccadilly. Est-ce que vous avez des envies de scène, Grégoire? Ah bah oui. Ouais. Oui, c'est prévu, enfin on espère, hein, pour la sortie de l'album, de porter ça sur scène. On a déjà un live qui a été tourné l'année dernière, là, l'été dernier, qui n'est pas encore disponible, mais très bientôt. Et ouais, évidemment, on veut porter ça sur scène, c'est très important pour nous. Est-ce qu'il y a des festivals bretons qui vous tiennent à cœur et où vous aimeriez vous produire? Soyons fous. Ouais, si on est taré, moi j'aimerais bien, tu vois, les charrues par exemple. Les charrues, je trouve que c'est des scènes bien. Non, mais bien sûr, on a tous envie de porter notre musique en live et c'est super important pour nous de le partager avec le maximum de gens. Parce que, en tout cas, moi je parle pour moi, les chansons, je m'imagine toujours les faire sur scène. Et si ça peut toucher des gens, j'ai gagné, je suis content, vous voyez. Et l'affaire, c'est que. Mais il y a un festival qui est pas loin là, qui s'appelle le Festival du Roi Arthur. C'est un festival à. C'est où déjà? C'est Bréal-sous-Montfort, voilà. c'est ça. Et c'est des super scènes. Mais en gros, nous, si on nous appelle, on va jouer partout. Hein. Ok, c'est entendu, le message est passé. Et où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Après avoir déjà passé les 20 dernières ensemble, où est-ce que vous voyez Il y a une chanson qui vient de sortir sur ce thème il y a 5 Et jours. pour plus de réponses, je vous invite à voir notre clip. Non, vous ne faites pas ça, vous terminez. Non, pas du tout. Non, franchement, la réponse, je pense que c'était bien votre question d'avant. Franchement, dans 10 ans, si on peut être sur scène, je trouve que c'est super, quoi. Enfin, je trouve qu'on aura réussi, quoi. Si on est, dans 10 ans, si on est sur scène, comme ça, entre potes et en même temps à travailler dans quelque chose qui nous tient à cœur, comme la musique justement, à faire passer ce genre d'émotions, tout un tas d'émotions pour plein de publics, pour plein de gens. Je pense que ça, c'est un super objectif. Pareil, vous dites la même chose? Je suis raccord. Ce sera à la fin, ce sera le mot de conclusion. Si ça se fait dans 10 ans, ce sera parfait. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. Place à la photo de fin d'émission. Allez. C'est le rituel. Je vais vous demander de la faire à deux, puisque Piccadilly, c'est un duo quand même. Donc je vais vous demander de vous rapprocher, Grégoire, comme ça, on va faire la petite photo. Merci à vous qui nous regardez tous les matins sur France 3 Bretagne. On se retrouve dès demain pour une nouvelle rencontre bretonne. On vous aime toujours, Jean-Anaël. Non, mais moi, ça me fait trop mal. Faut qu'ils viennent, en fait. Anybody do that
On est le duo, d'accord. Et donc, ok, photo, c'est On parti. fera en privé une photo après. Parti. Alors. Je suis pas une piètre photographe. Ouais, ça n'a pas l'air de marcher pour votre avis. Voilà. Cool. C'est pour nous la photo. Ah, hein. c'est pour vous la Ah photo. bah oui, quand Je la même. regarde, je la secoue et clac, clac. Apparemment, ça sert à rien de la secoue en fait. Dance for me, dance for me, dance